Au cours des 8 derniers mois, j'ai pu augmenter ma VO2 max de 20 points. Elle est passée de 45 en avril 2025 à 65 en décembre 2025. Ça fait une augmentation de près de 50% en quelques mois. Et aujourd'hui, je vais vous partager tout ce qui m'a permis d'accomplir cette progression, en abordant l'entraînement, la récupération, la diète, et même certaines choses que vous n'imaginez absolument pas. Vous pourrez alors vous inspirer de tout ce que j'ai fait en 2025 pour devenir un véritable crack du cardio en 2026. Pour ça, je compte sur vous. Avant tout, petite mise en contexte. J'ai 38 ans, je mesure 1m86, actuellement 91 kg. Je fais de la musculation depuis 19 ans et mon histoire avec la course à pied, elle est un peu moins régulière. En octobre 2021, j'ai fait mon premier marathon, sans entraînement. C'était une grosse erreur. Et à la suite de cet événement, je me suis pas du tout mis à la course à pied. J'ai ensuite préparé un deuxième marathon, en avril 2023, pour lequel je me suis préparé pendant 6 mois. Je m'entraînais 4 jours sur 7, tout s'est bien passé et j'ai terminé ce marathon en 3h39. Malheureusement, encore une fois, après ce marathon, j'ai pas vraiment continué la course à pied. C'était assez difficile de combiner musculation et running et petit à petit, je me suis mis à rater de plus en plus de séances. En janvier 2024, je me fais une petite blessure à la hanche qui m'a complètement handicapé pendant plusieurs mois et du coup, toujours pas d'entraînement régulier. Est-ce que je suis débutant en course à pied? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, vous savez que ces dernières années, mon entraînement n'a pas été le plus régulier du monde. Jusqu'à ce que je me mette un gros coup de pied aux fesses courant 2025 et que je me décide enfin à m'entraîner plus régulièrement et plus sérieusement. Aujourd'hui, je suis bien content d'avoir atteint les 65 de VO2 max, ce qui me place dans le top 10% des hommes de 20 à 24 ans. Et si vous ne savez pas ce que veut dire VO2 max, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous les mettrai en description pour que vous puissiez comprendre exactement ce que ça veut dire pour votre santé et votre condition physique. Mais je suis persuadé que vous n'arriverez pas à deviner l'élément principal qui m'a fait autant progresser ces derniers mois. Spoiler, c'est absolument pas mon programme d'entraînement. Et pour vous expliquer ce qui s'est passé, il faut que je vous montre quelque chose. Ça, c'est la courbe d'évolution de ma VO2 max ces derniers mois. Je suis parti de 45 en avril 2025 pour arriver à 65 en décembre 2025. Mais si je superpose ma courbe de perte de poids sur la même période, vous voyez qu'elles sont parfaitement inversées. J'ai démarré à plus de 110 kg en avril 2025 pour descendre progressivement jusqu'à 91 kg en décembre 2025. Vous commencez à voir le parallèle entre les deux, entre l'évolution de la VO2 max et l'évolution de mon poids de corps. Pour chaque kilo que j'ai perdu, j'ai presque gagné 1 point de VO2 max. Et ça de manière plutôt constante sur toute la durée de cette évolution et de cette progression. Mais il y a un mais, parce qu'à partir du mois de décembre, mon poids a commencé à stagner. Mais pourtant, ma VO2 max a continué à augmenter. Et c'est là qu'on comprend que l'évolution du poids de corps n'explique pas seulement l'augmentation de la VO2 max, même s'il l'explique peut-être principalement. C'est pour ça que selon moi, la perte de poids, ou plutôt la perte de gras, c'est peut-être l'un des premiers leviers de progression lorsqu'on fait de la course à pied. D'ailleurs, regardez le physique des marathoniens. Ils sont en général plutôt fins, pas beaucoup de masse musculaire sur le haut du corps, et puis un taux de masse grasse très bas. Et c'est logique, pour chaque kilo de gras en plus, c'est comme courir avec un handicap. Et pour mon cas précis, j'avais presque 20 kilos de handicap, parce que le surplus de gras, il m'aide pas à courir plus vite. Il m'empêche juste de me déplacer convenablement. Par contre, attention, je ne vous encourage pas à perdre le maximum de poids, parce qu'il faut pouvoir conserver de la masse musculaire. Il faut aussi réaliser que si votre taux de masse grasse est plutôt haut, votre premier levier de progression en course à pied, c'est pas la zone 2, c'est pas l'entraînement fractionné, c'est vraiment la perte de gras. Personnellement, je suis passé de près de 25% de masse grasse à 10% de masse grasse, et croyez-moi, mes sensations quand je cours, elles sont totalement différentes. Sauf que maintenant, à 10% de masse grasse, je vais pas pouvoir perdre encore beaucoup de gras, voire même plus du tout. Donc sur quoi je peux me reposer pour continuer à progresser? C'est là qu'on va parler d'entraînement. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, peut-être que vous vous demandez « Mais attends Nassim, comment tu t'es entraîné? Quel est ton secret pour avoir progressé assez rapidement ?» Mon secret, il tient en 3 mots. Fréquence, volume, intensité. Et j'ai été très vigilant à respecter ces 3 variables dans l'ordre, religieusement, pendant les 8 derniers mois. Et d'ailleurs, je continue à les respecter. Fréquence en premier, volume en deuxième, intensité en troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose sur laquelle je me suis concentré, c'est l'augmentation de ma fréquence d'entraînement, le nombre de courses à pied que je faisais par semaine. J'ai commencé avec 1 entraînement, puis je suis passé à 2 entraînements, et ensuite, assez rapidement, à 3 entraînements. Et c'était des entraînements relativement courts, 4 à 5 km. Certains vont se dire, mais c'est même pas la peine de sortir pour 4 ou 5 km. Mais n'oubliez pas que j'étais à 110 kg, j'étais à 25% de masse grasse, ma condition physique n'était pas terrible, je sortais d'une blessure à la hanche, donc cette notion de progression était ultra importante. Et par rapport à ça, j'ai un gros avantage, c'est que j'ai fait 19 ans de musculation. Et je sais à quel point il faut être patient et à quel point il ne faut pas brûler les étapes, sous risque de stagner, de régresser, voire même de se blesser. Et petit à petit, avec cette fréquence d'entraînement, j'ai continué à augmenter pour aujourd'hui courir entre 5
et 7 fois par semaine. Ça vous paraît délirant de courir tous les jours? Mais sauf que j'ai passé 8 mois à augmenter progressivement ma fréquence d'entraînement pour pouvoir assumer autant d'entraînement par semaine. Évidemment que si j'avais commencé à 5, 6 ou 7 séances, les choses se seraient passées vraiment différemment. Mon deuxième levier de progression, c'était le volume, la quantité de kilomètres que je vais faire sur un entraînement. J'ai commencé avec des tout petits runs, 4 à 5 km, pour aujourd'hui arriver à 10, 12 km pour les footings, et puis 15-20 km pour les sorties longues. Encore une fois, tout ça, ça m'a pris 8 mois. Et vous serez surpris de savoir que l'intensité ne vient qu'en dernier. Et elle est venue très tard pour moi. Et qu'est-ce que j'appelle intensité? C'est les séances d'intervalle, c'est les séances plus rapides, c'est les séances où les efforts vont être très intenses sur une petite période. Si vous consultez un petit peu du contenu sur la course à pied, vous avez souvent entendu le ratio 80-20. 80% de footing en endurance fondamentale en zone 2 et 20% de haute intensité, c'est-à-dire courir au seuil, intervalle, fractionné, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez différent. J'ai plutôt fait du 95-5%. 95 de basse intensité, des footings en zone 2, je respire par le nez tranquillement, je suis capable de tenir une conversation. Et le fractionné, je l'ai laissé de côté parce que d'une part, ça me faisait un peu peur. D'autre part, j'avais pas la condition physique pour. Et puis, en tant que coach sportif qui connaît assez bien la physiologie, je savais que je pouvais commencer à progresser pendant plusieurs mois uniquement avec de la zone 2. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'un préparateur physique va recommander à quelqu'un qui veut préparer un marathon. Il va falloir suivre quelque chose de plus cohérent et probablement plus de séances un peu rapides. Mais moi, je m'en fous. Je veux pas préparer un marathon, je veux juste être en bonne santé et puis littéralement améliorer ma VO2 max, ce qui a été fait. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, les mois d'avril, mai et juin, j'ai fait 1 à 2 séances d'intervalle par mois, c'est-à-dire très peu. Et ensuite, août, septembre, octobre, 3 à 5 séances d'intervalle par mois. Grand maximum. On est loin des 2 ou 3 séances que certains s'infligent pour des résultats qui sont, disons-le, pas toujours très intéressants. Et même aujourd'hui, avec la bonne condition physique que j'ai développée, les séances d'intervalle, elles restent relativement rares. En général, c'est 1 fois par semaine, mais parfois je peux ne pas en faire. Et en fonction de ma forme du moment et comment se sont passés mes entraînements en musculation, parfois je peux placer 2 séances d'intervalle, mais ça reste quand même assez rare. D'ailleurs, mes séances d'intervalle, à quoi elles ressemblent? C'est simple. Il y en a que 2. 2 différentes, aussi simples que ça. Du 10 x 400 mètres et du 4 x 4 minutes. J'ai poncé ces séances pendant 8 mois. C'est pas moi que vous allez entendre parler de seuil 1, seuil 2 ou tout ce jargon pro course à pied, parce que je sais même pas encore ce que ça veut dire, mais mes connaissances en tant que coach me permettent de prendre un petit peu de recul et de savoir véritablement ce qui pourrait me faire progresser. Et d'ailleurs, quand je fais du 10 x 400 ou du 4 x 4 minutes, vous allez pas m'entendre parler d'allure 5 km ou d'allure 10 km. Je cours vite. Je cours aussi vite que possible. Et j'essaye de faire en sorte de garder le même rythme sur les 10 x 400 ou sur les 4 x 4 minutes. Donc je suis pas à 100% parce qu'on est d'accord que sinon la vitesse descendrait petit à petit, mais je cours vite, c'est le seul repère dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble une séance de 10 x 400, j'en ai filmé une pour ma chaîne secondaire, où vous verrez du coup les allures, comment je me prépare à une séance, etc. Je mets le lien de la chaîne secondaire dans la description. Et pour les footings, il n'y a pas grand chose à dire que c'est du full zone 2. Donc je fais en sorte que mon rythme cardiaque reste à peu près à 135 BPM. Au début, c'était sur des runs de 5 km. Aujourd'hui, c'est sur des runs de 10 à 12 km. Dites-vous qu'en avril 2025, j'étais à 6,30, 6,45 du kilomètre avec un rythme cardiaque qui montait relativement haut. Aujourd'hui, j'ai fait un run de 10 km et je suis capable de les courir à 4,55, 5 minutes du kilomètre avec un rythme cardiaque qui reste à 135. Donc j'ai bien fait mes devoirs sur ça et je suis content de voir la progression. Mais ce n'est pas tout les amis, parce que ces 8 derniers mois, j'ai été également très vigilant sur ce qu'on appelle la nutrition péri-entraînement. Derrière ce mot un peu barbare, ça désigne en fait ce que je mange avant, pendant et après mes entraînements de course à pied. Alors sachez que toutes mes séances, je les commence à jeun. Mais sauf que je considère que mon repas de la veille, c'est déjà ma nutrition péri-entraînement. Parce que tous les soirs, mon dernier repas de la journée, c'est mon repas le plus riche, où il y a le plus de glucides. Des glucides que je vais pouvoir utiliser le lendemain pour mon fractionné ou même pour mon footing. Aujourd'hui, il m'arrive très souvent de manger jusqu'à 400 grammes de glucides sur le dernier repas de la journée. Oui, c'est énorme, mais j'ai des besoins énergétiques très importants avec tout le sport que je fais. Et dites-vous bien que j'ai réussi à descendre à 10% de masse grasse en m'envoyant 400 grammes de glucides avant de dormir. Tout ça pour dire que même si je fais mes séances à jeun, j'ai bien mangé la veille, donc je suis quand même dans de bonnes conditions pour commencer. Ensuite, pour mes footings en zone 2, je ne mange rien de particulier. Pas besoin de plus d'énergie. Je vais juste enchaîner par mon petit déjeuner où il y a une petite quantité de glucides, mais je ne vais pas prendre de gel ou de pâte de fruits lorsque je fais un footing en zone 2. Par contre, lorsque je fais des intervalles, là c'est oui. J'ai testé des gels, mais j'aimais pas trop. Du coup, je mange des petites
pâtes de fruits. Ces trucs Andros que j'achète en supermarché, elles sont super bonnes. Une petite pâte de fruits, je crois qu'il y a 25 grammes de glucides. Je mange une pâte de fruits tous les 7 km. Donc quand je fais 15 km, j'en prends 2. Quand je fais 20 km, j'en prends 3. Ça se mange hyper facilement. Je les digère très très bien. Et ça m'amène à la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour ce genre d'effort. Je précise quand même que lorsque je fais des footings de 10 à 12 km, je ne mange rien. Par contre, quand je fais une sortie longue de 20 km, là effectivement, je vais consommer une petite pâte de fruits. Ou plusieurs en fonction de mon apport calorique de la journée. Mais selon moi, la petite cerise sur le gâteau, ce qui me permet de récupérer encore plus vite et de continuer à accumuler autant de volume d'entraînement, c'est l'hydratation. Vous allez me dire, rien de spécial, t'as qu'à boire de l'eau pendant la séance et ça passe. Non, 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 c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, quels que soient mes runs, je consomme mes électrolytes. Pendant ma séance, et ou après. Pourquoi pendant et ou après? Ça dépend de l'intensité et de la durée de la séance. Lorsque je fais un footing lent d'une dizaine de kilomètres, je prends mes électrolytes après la séance. Donc je sors pas avec une bouteille d'eau ou une flasque, j'attends d'avoir terminé pour les prendre. Lorsque je fais des intervalles ou une sortie longue, là je vais prendre une bouteille ou une flasque avec moi pour consommer des électrolytes pendant ma séance et après ma séance. Parce que je peux vous dire que niveau transpiration, je dois évacuer peut-être 3 litres d'eau pendant une séance. Même en hiver quand les températures sont relativement basses. Donc je vous dis pas comment ça s'est passé l'été dernier. Parce qu'il faisait chaud, je me déshydratais rapidement, il fallait des électrolytes. Pour vous expliquer comment ça marche, lorsque vous transpirez, vous évacuez des minéraux, du sodium, du potassium, du magnésium, du zinc, du calcium, en quantité un petit peu différente. Celui que vous allez évacuer en plus grosse quantité, c'est évidemment le sodium. C'est pour ça que la transpiration, elle a un petit goût salé, et que parfois sur vos vêtements, la transpiration peut laisser des traces un petit peu blanches. Le but des électrolytes, c'est un peu le même que la créatine pour de la musculation. En musculation, lorsque vous faites un effort de courte durée, vous allez puiser dans vos réserves de créatine et prendre un complément en créatine, ça permet de restocker les réserves. Les électrolytes, c'est pareil. Pendant votre séance de cardio, vous allez évacuer des électrolytes et le but d'en consommer pendant la séance ou après la séance, ça permet de remplir les stocks. Au début, je prenais mes électrolytes dans des magasins de sport, mais c'était un peu dégueulasse, donc je me suis dit, vas-y la flemme, je vais faire mes propres électrolytes et je veux qu'ils soient délicieux. Et mission accomplie, il y a quelques mois, j'ai sorti Hydralyte avec ma marque de compléments Coalition Nutrition. Ils sont délicieux, mais ça, à la limite, on s'en fout. On veut qu'ils nous apportent les bons minéraux. Et c'est pour ça que dedans, j'ai mis de la taurine, du sodium, du calcium, du potassium, du magnésium, du zinc et de l'eau de coco. Ça, c'est génial pour se réhydrater. Les électrolytes, c'est pas nécessaire si vous faites que de la musculation. Par contre, si vous intégrez des séances cardio où vous transpirez, prenez des électrolytes. Du coup, ça peut être des séances typées Hyrox, ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo, de la natation. À partir du moment où vous faites un sport plutôt typé endurance, où votre rythme cardiaque va augmenter et que vous allez transpirer, c'est plutôt une bonne idée de prendre des électrolytes. Et c'est quand même pas du luxe d'avoir quelque chose qui est bon au goût, qui se prend avec plaisir et qui rentre vraiment dans votre routine de récupération et de performance quand vous avez envie de charbonner un petit peu. Surtout que ce produit-là, j'ai bossé dessus pendant plus de 8 mois pour avoir la bonne formulation, pour avoir la bonne dose, pour avoir la bonne saveur. Et je peux vous dire que je suis hyper content parce que ce soit cola, pêche ou fruits rouges, ils sont absolument délicieux. Personnellement, je prends 2 doses par heure d'entraînement. Donc actuellement, un footing de 10 km, ça me prend 1 heure, donc je prends 2 doses d'électrolytes. Si je vais faire une sortie longue de 20 km, donc à peu près 2 heures, je prends 4 doses d'électrolytes. Et puis au-delà de ça, j'adapte en fonction de la température extérieure. Si je fais ma séance de fractionné sur le tapis de course de ma salle, là où il fait plutôt chaud, je sais que je vais encore plus transpirer, donc j'adapte en temps réel. Si vous voulez commander électrolytes, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Et comme vous êtes gentil, je vous mets un petit code promo, c'est Nassim10. Ça vous permettra d'avoir 10% de réduction et en plus, c'est cumulable sur les promos actuels. Donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a des bonnes affaires à choper. Donc cliquez sur le premier lien pour commander Hydralyte, code Nassim10. Ce que je vais vous dire maintenant, ça fera probablement pas plaisir à certains d'entre vous. Mais ce n'est que la pure réalité. Et à partir du moment où moi je m'en suis aperçu, ça a changé ma perspective sur la course à pied et ça a changé ma perspective sur la progression. J'ai fait un truc tout bête en 2025, c'est que je n'ai consulté aucun contenu sur la course à pied, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni ailleurs. Pas de newsletter, pas de réseaux sociaux. Je ne me suis pas laissé parasiter l'esprit par tout le contenu qu'on peut voir aujourd'hui. Parce que du contenu sur la course à pied ou sur l'Hyrox ou des trucs d'endurance, aujourd'hui on en voit. On a l'impression que tout le monde fait des triathlons, tout le monde fait des Hyrox en moins d'1 heure, tout le monde fait des marathons en moins de 3 heures ou des 10 km en moins de 35 minutes. Alors que c'est faux. La proportion des personnes qui y arrivent, elle est minime. Sauf que quand on consulte les réseaux sociaux à longueur de journée, on a l'impression, excusez-moi l'expression, d'être une grosse merde. On a l'impression d'être nul parce que le voisin a une endurance fondamentale à 4,30 du kilomètre, parce que le voisin a fait un Ironman en moins de 10 heures, parce qu'il y a un gars ou une fille qui s'est fixé comme objectif de courir 24 heures non-stop. On voit des trucs délirants et ça peut vite nous monter au cerveau. Et le problème avec toutes ces informations, c'est qu'on n'a jamais l'impression de faire les bonnes choses. On a toujours l'impression qu'il y a une meilleure séance à côté. Parce que lui, il court vite, donc peut-être que je ferais bien de copier sa séance de fractionné. Parce que elle est balèze, donc je ferais bien de recopier sa séance de renforcement. Sauf que ça se passe pas comme ça. Parce que si vous réagissez de cette façon, vous commencez à faire la girouette
brouette, vous ne vous engagez pas dans votre propre programmation d'entraînement, et forcément, vous ne progressez pas aussi rapidement que possible. Donc moi, je me suis mis des œillères. Tout 2025, je veux pas savoir ce que les autres font. Tous les gens que je suivais sur Instagram qui faisaient de la course à pied, je les ai mis en sourdine. Désolé si vous apprenez ça en regardant cette vidéo, c'était pas contre vous, j'enlèverai la sourdine un jour ou l'autre, mais c'était pour ma propre santé mentale et surtout pour ma propre progression. Et ça a payé. Je savais pas ce que les autres faisaient, je me concentrais uniquement sur ce que je faisais. Et je me suis engagé à suivre la programmation d'entraînement que je m'étais faite. Même si elle n'est pas parfaite, au moins je la fais du début à la fin. Et si ça n'a pas marché, je pourrais corriger le tir et modifier certaines choses. Et je peux vous dire que c'était dur. C'était dur de s'astreindre à courir très lentement, à un rythme très très lent, à ne pas faire trop de fractionnés, ne pas faire trop d'intervalles, à m'obliger à faire des runs de 4 ou 5 km alors que j'aurais pu courir 8 ou 10 km, à y aller petit à petit, à voir sur le long terme, parce que la course à pied, pour le coup, c'est assez similaire à la musculation. Et j'ai cet avantage-là d'avoir développé de la patience grâce à la muscu, parce que je sais qu'on ne progresse pas en une semaine. Pour la course à pied, c'est pareil. Et du coup, maintenant, je peux me vanter, même si je le ferai pas, bon si je vais le faire un petit peu, d'avoir un très bon niveau en musculation et de commencer à avoir un bon niveau en course à pied. Mais pour ça, il a fallu que je m'isole un tout petit peu de ce qui se passait ailleurs. Et je vous recommande vivement, en tant que coach sportif et en tant que pratiquant, de faire la même chose. Vous avez un objectif, arrêtez de regarder ailleurs, arrêtez de poster constamment sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et une fois que vous avez réussi, c'est là que vous allez pouvoir en profiter, c'est là que vous allez pouvoir partager comme je le fais aujourd'hui dans cette vidéo. Et je peux vous dire que c'est bien plus confortable et je pense que c'est bien plus sain sur le long terme. Aujourd'hui, où on en est? On est le 15 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo et ma VO2 max n'a pas bougé. Elle est toujours à 65 comme elle l'était au mois de décembre. Je pense avoir atteint un palier qui va m'obliger à être beaucoup plus sérieux et organisé sur mon entraînement. Mais c'est génial! Je trouve ça hyper stimulant. J'ai réussi à progresser ces 8 derniers mois et si je veux continuer à progresser ces 8 prochains mois, là je vais devoir me renseigner un peu plus. Là je vais devoir faire un peu plus de recherche, peut-être plus d'expérimentation pour continuer à grappiller des points de VO2 max. Mais je vous avoue que c'est pas vraiment l'objectif principal. Parce que j'avais eu cette discussion avec un autre coach et le but, c'est pas d'atteindre des records de VO2 max, parce qu'on s'en fout. Le but, c'est de pouvoir la maintenir à des niveaux assez élevés jusqu'à la fin de ma vie. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est ça. Continuer à prendre du plaisir avec la course à pied, continuer à prendre du plaisir avec la musculation après 2 décennies de pratique, et puis voir où tout ça va me mener en 2026. Et si vous voulez voir où tout ça va me mener en 2026, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il risque d'avoir des vidéos assez sympas sur le sujet, et puis ce sera un plaisir pour moi de continuer à partager ça avec vous. En attendant, il y a une autre vidéo qui s'affiche sur l'écran, n'hésitez pas à aller la regarder, je suis sûr qu'elle va beaucoup vous intéresser, et puis on se retrouve dans quelques temps pour un autre sujet.